Je voudrais partir tout de suite des obstacles, des difficultés à mettre en œuvre le travail par compétences, les objections que l'on peut faire, parce que les objections, c'est ça qui nous fait avancer. Repérer les effets pervers, repérer les dérives possibles, je crois que c'est comme ça qu'on avance. Donc ça serait une première partie. Ensuite, ma deuxième grande partie, qui est le cœur de l'exposé, c'est finalement qu'est-ce que cette approche par compétences peut apporter à l'enseignement, peut apporter aux élèves, et je dirais aussi peut apporter aux enseignants, parce que je crois important qu'on y trouve de la motivation et du plaisir. Et j'illustrerai ces propos par à la fois quelques exemples projetés de pratique, mais aussi avec deux petits films, un qui est plutôt collège, enfin un qui est de collège et un qui est de l'école primaire, qui illustre un peu ces propos, des petits films brefs. Et puis il nous restera un temps quand même important pour discuter, pour échanger avec vous, pour écouter vos questions, pour essayer de trouver des réponses. Bien évidemment qu'il n'y a pas de réponse magique, et surtout je crois qu'il faut envisager les choses dans la durée et pas se dire on va mettre ça en place tout de suite. Le problème, c'est qu'il y a le temps long de l'éducation ne correspond pas toujours au temps trop court de la politique, par exemple. Et c'est vrai que le fait de ne pas être toujours dans la continuité fait que ça engendre du scepticisme, ça engendre, et ça on va le voir dans les difficultés justement. Alors, voilà. Alors j'ai essayé de lister comme ça des obstacles rencontrés dans les établissements. Je pense que tout le monde doit pouvoir lire, les caractères sont assez gros. Qu'est-ce qu'on entend parfois dans des établissements, dans des écoles, par rapport à la mise en œuvre du socle commun? Et je commence tout de suite par ça parce que je crois que c'est important de voir d'où on part et les difficultés. Et ensuite, on essaiera de voir les aspects vraiment positifs du socle commun auquel je crois beaucoup. J'interviens beaucoup là-dessus et vous verrez tout à l'heure les avis d'élèves que j'ai recueillis vont dans un sens plutôt positif à cet égard. Donc première chose, une façon de dire, c'est inutile, on fait ça depuis toujours, ça apporte rien, ça alourdit notre travail, et au fond, les compétences, tout le monde fait ça depuis toujours. Et ça, je ne crois pas, même si, par exemple, à l'école primaire, je crois qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont plus favorables au travail par compétences, n'empêche quand même qu'on est loin de vraiment travailler par compétences dans notre système scolaire, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose de révolutionnaire. Et une manière de refuser, c'est de dire on fait ça depuis toujours. Le deuxième, c'est de dire ça demande trop de travail. Et moi, je suis sensible évidemment à cet argument, et je crois qu'il faut essayer de voir comment on peut s'économiser, économiser son temps, économiser son énergie, et l'utiliser en tout cas pour des usages intéressants. Et pas, par exemple, passer son temps à mettre des croix, on va y revenir après. Donc comment faire pour arriver à s'économiser, à travailler sur la durée? Je crois que c'est possible, mais bien évidemment, quand on change un peu quelque chose pour lequel on était habitué, ça prend un peu de temps au début. Moi, je m'aperçois que d'autres types d'évaluations, au début, ça prend du temps. Au bout d'un certain temps, on installe des routines, je crois que c'est très important dans le métier d'enseignant, d'installer des routines nouvelles qui permettent justement d'économiser du temps. Troisième idée, et ça je vais y revenir après dans le diaporama, les compétences, ce serait la remise en cause des connaissances. Une certaine façon de concevoir les compétences serait de les concevoir comme des ennemis, en quelque sorte, des connaissances. C'est quelque chose qu'on entend peut-être d'ailleurs plus dans les lycées que dans les collèges, et encore plus dans les collèges que dans les écoles, cette crainte que les compétences, ce serait un renoncement aux connaissances.
Donc ça, j'y reviendrai, ça me paraît un point extrêmement important. Quatrième idée, on ne nous dit pas assez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas assez de pilotage, on laisse les équipes se débrouiller sur le terrain, et certains réclament un livret clé en main. Alors c'est vrai qu'il y a actuellement le livret de compétences, j'y reviendrai, mais quand on dit il y a de la souplesse dans la manière de le remplir, etc., certains peuvent objecter en disant bon, on aimerait nous dire voilà, il faut faire comme ça et comme ça. Je ne crois pas du tout que les choses peuvent fonctionner ainsi, mais voilà, c'est quelque chose qu'on entend en tout cas. Cinquième idée, c'est le contraire. D'ailleurs, parfois chez les mêmes personnes, on entend les deux arguments contraires qui coexistent. D'un côté, on nous dit c'est une chape de plomb, on nous impose, etc. Et de l'autre côté, on nous dit pas assez ce qu'il faut faire. Et les deux coexistent parfois. Alors comment arriver à trouver quelque chose qui soit à la fois du pilotage et en même temps du respect de la liberté pédagogique des enseignants, qui est une des motivations à faire ce métier aussi. Le sixième point, c'est les programmes et le socle, les programmes et le livret de compétences. Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on doit négliger le programme? Voilà. Et là aussi, on va essayer d'éclaircir cette question-là. Peut-être parce qu'il faudrait concevoir les programmes autrement qu'on ne le fait trop souvent. Septième idée, les compétences, ça remettrait en cause, ou ça remet en cause les notes. Et certains disent de façon très maximaliste, tant qu'il y aura des notes, on ne peut rien faire. Moi, je suis persuadé aujourd'hui que dans notre contexte actuel, le maximalisme est un allié du conservatisme. Parce que quand on dit rien n'est possible si on ne fait pas une chose de radicale, et dans ce cas-là, on ne fait rien. Donc moi, je crois au contraire qu'on peut trouver des compromis, qu'il peut y avoir des aménagements, et sur les notes, on y reviendra. C'est vrai qu'il y a un attachement quasi affectif aux notes, en particulier de la part d'enseignants, notamment dans le secondaire, qui enseignent une matière où en général, quand ils étaient élèves, ils avaient des bonnes notes. Alors à l'école primaire, c'est un peu différent parce qu'on enseigne plusieurs matières et il y en a où forcément on n'avait pas des bonnes notes et on avait un échec souvent dans telle ou telle matière. Et peut-être que ça aide à comprendre mieux l'échec de certains élèves et le fait que les notes peuvent avoir un effet très négatif. Mais ça, j'y reviendrai aussi. Pour le moment, je ne fais qu'un panorama de ces problèmes. Le 8, c'est évidemment, le socle, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'atteignent pas le socle? On a des exigences théoriques, et on va voir que les exigences du socle commun sont, d'une certaine façon, je le crois, un peu démesurées. Quand on regarde vraiment si on regarde au pied de la lettre, et justement, ça va nous obliger à réfléchir sur ce qu'on demande vraiment aux élèves. Mais c'est vrai que la question de la remédiation est très importante, et pour moi, il faut travailler actuellement autant le socle commun que des dispositifs comme l'accompagnement éducatif, comme les programmes personnalisés de réussite éducative, comme l'accompagnement personnalisé au niveau de l'école primaire, etc., pour voir un peu comment on pourrait travailler les compétences avec ces élèves qui ont du mal. Mais encore une fois, ce n'est pas un outil magique qui va résoudre tout d'un coup les problèmes d'échec qui sont importants, comme vous le savez, dans l'école française actuellement, puisque en 10 ans, on a quand même, en gros, on est en gros passé de 15% d'élèves en difficulté à près de 20%, ce qui est quand même beaucoup. Bon. Et c'est de ce constat aussi qu'il faut partir. Le 9, des équipes qui disent, bon, mais finalement, on met des couleurs, on met des évalués par compétences, mais finalement, avoir 12, c'est pareil. On va voir que ce n'est pas pareil, mais à condition, évidemment, qu'on ne se contente pas de mettre des couleurs comme ça. On va voir. Le 10, c'est dans le socle commun, les enseignants disent, en gros, bon, évaluer si l'élève applique ou pas le théorème de Pythagore. On va voir d'ailleurs que ce n'est pas une compétence, mais on y reviendra. Mais comment on fait pour évaluer des choses comme la persévérance, l'autonomie des élèves, la capacité à mener un projet jusqu'au bout, etc.
eh bien, je crois que c'est intéressant de se poser ce problème et de faire en sorte qu'on valorise un peu plus le travail en projet des élèves, par exemple. J'y reviendrai là aussi. La question des parents, auxquels sont très sensibles les enseignants de l'école primaire, notamment, encore plus qu'au niveau du secondaire, l'idée que les parents ont des repères qui seraient les notes, et donc les compétences, ça peut déboussoler. Ils peuvent être déstabilisés, ils peuvent se dire je ne comprends pas, etc. Donc là, il y a un travail pédagogique très important en direction des parents, et peut-être aussi qu'actuellement, les notes telles qu'elles sont leur donnent une illusion de comprendre. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire un 12, ce que ça veut dire un 14, selon les enseignants, etc. Là aussi, je reviendrai là-dessus. Le 12, quand on dit on valide une... Pardon. Quand on dit on valide une compétence, et puis si normalement cette compétence est validée, on ne devrait plus revenir dessus. Et pourtant, on revient dessus. À la fin du palier 2 de l'école primaire, on nous dit compétence maîtriser l'orthographe grammaticale. Alors pourquoi on continue à faire de l'orthographe grammaticale si cette compétence est validée? Donc ça nous oblige à réfléchir sur ce que ça veut dire valider à un niveau donné, etc. Et c'est vrai que le pilotage national n'est pas toujours très clair là-dessus. Donc là, il faut avancer là-dessus. Le 13, vous allez voir d'ailleurs, le 13 et le 14 vont se contredire là aussi. Un système qui marche bien pour les élèves performants, qui s'y retrouvent. Alors pour les élèves en difficulté, on entend souvent ça, ça va leur donner des illusions, ça va les plonger dans, quelqu'un m'a dit un jour, un cocooning, on va leur faire croire qu'ils réussissent, alors qu'en fait, la compétition est dure et qu'ils vont encore plus payer les pots cassés plus tard. Bon, et là aussi, je répondrai là-dessus, je crois qu'on n'est pas obligé de commencer tout de suite la compétition, qu'elle arrivera forcément dans notre système qui est quand même basé beaucoup sur la compétition, mais il n'est pas sûr que commencer trop tôt soit forcément positif. Et en tout cas, une évaluation par compétence, ça ne doit pas être un mensonge pour les élèves, ça doit être au contraire quelque chose qui doit donner une vérité, mais une vérité plus complexe sans doute que celle que donnent des notes. Mais là, vous voyez qu'on parle beaucoup de l'évaluation, et mon propos sera justement de laisser l'évaluation à sa place, qui est importante, mais qui n'est pas unique, et pour s'intéresser davantage au travail par compétence. Mais ça, j'y reviendrai. Et le 14, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est un système qui marche très bien pour les élèves en difficulté, qui voient leur progrès, etc. Mais ce n'est pas stimulant pour les bons élèves qui, eux, vont s'endormir parce qu'ils ont vert, donc ils n'ont plus besoin de travailler. Ce n'est pas du tout ce que je constate dans les classes où je suis, mais bon, là aussi, comment on arrive à trouver un système qui stimule aussi les bons élèves. Il faut aussi travailler pour tout le monde. D'où d'ailleurs le fait que le travail par compétence est lié aussi à la pédagogie différenciée. Là aussi, on en reparlera. Enfin, dernière difficulté ou dernier obstacle ou dernière objection, dernier contre-argument, qui est de dire, je vais beaucoup parler de travailler sur des situations complexes. Je crois que dans une des circonscriptions, vous avez beaucoup travaillé sur les problèmes en mathématiques, avec des situations complexes souvent très intéressantes. Est-ce que plonger les élèves dans les situations complexes, ça ne les met pas en difficulté? Là, argument donc, qui va un peu à l'encontre de celui de tout à l'heure, disant au contraire, on donne des choses trop simples aux élèves. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des arguments vraiment inverses qui sont prononcés contre le socle et les compétences. Là aussi, il y a un certain maximalisme, un certain durcissement de la notion de situation complexe qui dessert les compétences. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle complexe? Il y a des degrés de complexité. Entre une situation vraiment complexe et une situation très simpliste du genre faire un exercice à trous pour savoir s'il faut mettre C'(EST) ou S'(EST), il y a quand même des degrés entre les deux. Autant la situation exercice à trous, etc. n'a rien à voir avec une compétence, autant il y a des stades intermédiaires et c'est ça qu'il faut éclaircir aussi. Voilà, donc j'ai commencé par ça parce qu'il me semble que c'est intéressant
de partir de ces objections et de voir dans les formations, par exemple, on essaye de travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut répondre à chaque fois, quelle solution, quelle piste, et quel est le côté stimulant de ces objections, qui nous oblige à aller plus loin, à réfléchir, à ne pas s'en tenir à une langue de bois qui dirait voilà, tout marche bien, c'est parfait. Et c'est vrai que les discours ministériels, parfois, pêchent un peu par là. Alors, je vais donc vous présenter un diaporama. Et en espérant que ceux qui sont les plus loin verront tous les textes, parce qu'il y a des petits dessins, je redirai les textes. Je m'appuie donc conformément à ce que l'on fait dans les cahiers pédagogiques. Bon, on essaye à la fois de présenter des réflexions, mais de prendre toujours un peu de recul. Et une des façons de prendre du recul, c'est de présenter des illustrations, des petits dessins qui parlent des compétences finalement d'une certaine façon et qui peuvent marquer aussi les esprits autant que des discours. Donc finalement la question c'est pourquoi et comment, hein, pourquoi et comment. Il ne faut pas poser seulement la question du comment. Et il ne faut surtout pas se dire pourquoi le travail par compétence, parce que on nous dit de faire ça et on est des fonctionnaires et on obéit. Je crois que si on n'avait que ça comme argument, ça n'irait pas très loin. Certes, on est des fonctionnaires, mais c'est mieux de faire les choses en étant convaincu qu'elles sont bonnes. Moi, je suis absolument convaincu que le travail par compétences est une voie d'avenir pour l'école, à un niveau national comme à un niveau d'ailleurs mondial. Et je reviendrai sur les aspects internationaux du travail par compétences. Alors, je crois que ce qui est vraiment important, c'est de définir un peu mieux ce mot de compétence. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui travaillent au niveau petite section maternelle, d'autres qui travaillent au lycée. Donc comment arriver à fédérer tout ça autour de cette notion de compétence et je dirais, là encore, toujours pareil, pour définir un mot, rien de tel que de dire ce que n'est pas cette notion. Donc déjà, j'ai dit, ce n'est pas ce qu'on fait depuis toujours. Je crois qu'effectivement, il y a de la nouveauté, y compris des gens qui bâtissent compétences, des choses qui ne sont pas de compétences, d'où l'importance de définir les mots. La compétence, le travail par compétence, ce n'est pas non plus la pédagogie par objectif. Alors, je ne sais pas aussi le degré d'information que vous avez par rapport à ce qu'on appelle la pédagogie par objectif, mais je reviendrai dans la discussion si vous le voulez. Pour le moment, je vais m'en tenir à ceci, que définir un objectif, c'est très bien, il faut le faire, mais on n'est pas encore dans la compétence. Et je vais donner une définition juste après. Et l'objectif, c'est ce qui est opérationnel. Quand on dit on va maîtriser l'accord du participe passé, c'est un objectif, mais ce n'est pas une compétence. Parce que la compétence, c'est utiliser ça dans des situations très différentes, et ça, on va y revenir. Troisièmement, c'est surtout pas l'abandon des connaissances. Là encore, la définition officielle des compétences ministérielles indique bien que les compétences, c'est au service des connaissances d'une certaine façon, et on pourrait dire que les connaissances sont au service des compétences. C'est une sorte d'interaction entre les deux. Autre chose aussi, c'est que les compétences ne sont pas simplement des savoir-faire techniques. Je vais vous donner un petit exemple amusant, je crois, sur lequel on a réfléchi dans mon groupe de formateurs récemment. Je vais m'éloigner de l'univers scolaire pendant juste une minute. L'autre jour, on se demandait, par exemple, une tâche très banale, comme repasser du linge. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est une compétence, savoir repasser du linge? Et en réalité, on se disait, ce n'est pas vraiment une compétence. Parce que la compétence, c'est de savoir, dans des situations données, réaliser des travaux ménagers en fonction du temps qu'on a, en fonction, alors ça demande des connaissances, pareil, relatives, pas très importantes dans ce cas-là. Enfin, il faut savoir s'il faut mettre de l'eau déminéralisée ou pas, etc. Il faut savoir quand même comment poser le fer à repasser, des choses comme ça. Mais aussi savoir, est-ce que je vais être perfectionniste, est-ce que je vais repasser, je ne sais pas, les mouchoirs, etc. Donc ça demande finalement beaucoup d'habileté, de savoir-faire très différents. Et d'attitude aussi. Et donc, une tâche aussi
simple n'est pas une compétence. La compétence, c'est de savoir utiliser à bon escient un certain nombre de savoir-faire, dont le repassage, dans des situations qu'il faut gérer. Et on pourrait transposer ça au niveau de l'école, et d'ailleurs au niveau de l'école maternelle où on a quelquefois des actions comme ça très concrètes, fabriquer un gâteau, etc. On voit bien que la compétence, c'est pas de savoir faire un gâteau, c'est d'utiliser la situation de faire un gâteau pour, je ne sais pas, travailler les maths ou travailler le français, les textes de consignes ou que sais-je encore. Et c'est vrai que c'est important parce que souvent on entend la compétence, ça serait savoir remplir un CV, savoir lire une facture. Ça, c'est pas des compétences, c'est des savoir-faire techniques. Alors c'est vrai que quelquefois on baptise compétences des choses qui n'en sont pas. C'est pas très grave, mais il faut savoir quand même quelle est la vraie définition. Enfin, le dernier point qui me paraît peut-être le plus important, et notamment à l'école primaire, c'est le danger des micro-compétences. Je crois que c'est un réel danger aujourd'hui. Par exemple, il y aurait une façon d'envisager le livret, et je le vois dans certains collèges par exemple, et aussi dans certaines écoles primaires, où on prend les épreuves on prend le livret et on essaye d'inventer des épreuves pour valider tel ou tel item. Alors je crois vraiment que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Je crois que c'est plutôt dans des situations où on se dit, voilà, là on va valider tel item, etc. Il faut prendre les choses à l'envers. Sinon, on va aboutir à des micro-compétences et on va appeler, comme je le vois ici ou là, on va appeler compétence quelque chose qui est vraiment micro. J'ai déjà vu qu'on appelle compétence maîtriser l'accord du participe passé, ce n'est pas une compétence. Par contre, utiliser ce savoir-faire d'accorder le participe passé dans un texte écrit, oui, là, à ce moment-là, on est dans la compétence. Et en réalité, alors tout le monde ne pourra pas forcément lire, hein, je vais lire les textes des dessins. En fait, la pédagogie par objectif pure et dure, ou les micro-compétences, c'est illustré par ce dessin où on voit des rats dans un laboratoire de recherche. C'est un dessinateur américain qui a travaillé sur les laboratoires de recherche. Et il y a un rat qui dit à l'autre, d'abord, il faut que tu piges ce qu'on attend de toi, ensuite tu réagis en conséquence. Ça, c'est un peu une pédagogie par objectif pure et dure. C'est-à-dire, voilà, l'élève, il sait ce qu'on attend, il fait, mais il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Alors, c'est des situations qui sont valables dans un certain nombre de contextes. Il y a aussi des automatismes, etc., qu'on peut apprendre comme ça. Mais l'enseignement ne peut pas se réduire à cette pédagogie programmée, comportementaliste, avec un découpage en micro-compétences sans voir le sens. Ou encore, autre conception très technocratique de l'enseignement qui serait, voilà ici un petit dessin des cahiers pédagogiques, je voudrais apprendre à nager, bien sûr, voici le CD-ROM, ou voici le site, si on préfère. Voilà, c'est la magie aussi d'ailleurs de l'informatique qui pourrait renforcer ce côté micro-compétences avec des logiciels qui ne sont pas toujours très bien faits, notamment en français où il y a quand même beaucoup de faiblesses dans les logiciels. En maths, c'est un peu plus intéressant, et qui conduisent à ce découpage en micro-compétences. Et en réalité, la définition qui me paraît être la meilleure des compétences, du travail par compétences, ça serait celle-ci, mobiliser, alors le mot mobiliser est extrêmement important, mobiliser des ressources, des savoirs, des savoir-faire, des attitudes, afin de réaliser des tâches dans des situations plus ou moins complexes. On pourrait dire plus ou moins complexes. Je vais reprendre chacun de ces mots. Mobiliser. Oui, mobiliser, ça veut dire qu'on ne nous dit pas d'avance qu'il va falloir utiliser ces savoirs, etc. Le but final, c'est celui-là. Le but final, c'est qu'un élève, il écrit un texte et il se dit, voyons, qu'est-ce que je dois mobiliser? C'est l'étape ultime. Bien sûr, il y aura beaucoup d'étapes avant où l'élève, on lui dira un petit peu, pense à ça, regarde les outils que tu as là, etc. Mais quand un élève va résoudre un problème de maths sans qu'on lui dise, là, il y a une soustraction à faire, on est déjà un petit peu plus dans les compétences que si on ne lui dit pas, que si on lui dit. Donc déjà, on pourrait dire une définition assez rudimentaire des compétences, ça serait déjà de savoir utiliser des savoirs sans qu'on vous dise que c'est ces savoirs-là qu'il faut utiliser.
Et je crois que ça, c'est extrêmement important avec les élèves en difficulté, où on a tendance à trop mâcher le travail, à dire voilà, tu vas faire comme ça, tu suis la fiche exactement. Et dans ce cas-là, l'élève va réussir davantage, mais réussir au détriment de l'apprentissage. Or, ce qui compte à l'école, ce n'est pas de réussir, c'est d'apprendre. Apprendre passe par des réussites, mais passe aussi par des échecs, par des erreurs. Et c'est plutôt en travaillant ce statut de l'erreur que l'on va avancer, plutôt que en évitant l'erreur. La pédagogie par objectif pur et dur, elle essaye d'éviter au maximum les erreurs. Alors que la pédagogie par compétence, qui pourrait dire aussi une pédagogie qu'on pourrait appeler plus constructiviste, mais peu importe les mots, c'est une pédagogie qui non seulement accepte l'erreur, mais intègre complètement l'erreur dans sa démarche. Et moi, j'aime bien les élèves avec moi, et des fois, ils sont habitués à me dire, par exemple, dans un texte où il y a des ratures, dire « Monsieur, vous êtes content parce qu'il y a des ratures ?» Parce que les ratures, c'est le signe de la correction. Et il y a des élèves en difficulté qui ne font pas de ratures parce qu'ils écrivent tout d'un bout à l'autre et ils ne savent pas corriger, etc. Ou encore, quelquefois, je dis à des élèves « Merci pour l'erreur que tu as faite parce que ça va nous être utile, ça va nous permettre de ne pas la refaire et surtout, elle est intéressante. » Bon. Deuxième chose, mobiliser quoi? Mobiliser évidemment des savoirs. Mais le problème, c'est que les savoirs aujourd'hui, ils sont de deux sortes. Il y a ceux qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve dans les encyclopédies et dans ce gigantesque trésor de savoir qu'est Internet. Et puis, ils se trouvent dans la tête des gens. Et souvent, on a tendance à confondre les deux. Quand on dit, par exemple, c'est terrible, on a supprimé un chapitre d'histoire, je prends par exemple l'enseignement de l'histoire en 6e, où on a réduit fortement la part de l'Égypte ancienne. On peut débattre de ça, hein. Mais certains disent c'est scandaleux, on a enlevé les savoirs. Mais est-ce qu'on a enlevé réellement le savoir dans la tête des élèves? Est-ce que le programme démentiel dans lequel les élèves sont plongés bien souvent, il est vraiment approprié par les élèves? D'ailleurs, moi j'ai souvent des élèves qui me disent « Oh mais ça on l'a appris il y a 3 mois, on n'a plus besoin de s'en souvenir ». Je crois que ça remet en cause quand même beaucoup l'idée de programme tel qu'on se l'imagine, tel qu'on le voit, tel qu'on le perçoit. Donc, finalement, quand on supprime un chapitre, on le supprime dans le livre, on ne le supprime pas forcément dans la tête des élèves, parce que les élèves ne pouvaient pas emmagasiner tout ça. D'ailleurs, souvent, les programmes n'étaient pas terminés en fin d'année, si bien que des points aussi importants que, par exemple, dans le cadre de l'enseignement de l'histoire en 6e, l'Empire romain, qui est extrêmement importante et sans doute beaucoup plus que l'Égypte ancienne pour notre civilisation actuelle, n'était pas traité parce qu'au mois de juin, on n'avait pas le temps. Bon, voilà. Je crois que c'est une réflexion de Philippe Pernoud qui dit le problème, c'est que quand on parle des savoirs, on parle beaucoup trop des savoirs existants dans la société et pas des savoirs qui peuvent exister réellement dans la tête des élèves et dans la tête des gens. Et dans la tête des gens, vous savez, bon, cet après-midi, j'ai voulu arriver un peu plus tôt pour visiter le magnifique musée de l'image d'Épinal. J'ai dit quand même venir à Épinal, je veux voir les ateliers. Donc j'ai écouté la visite guidée avec des choses extrêmement intéressantes et passionnantes sur la lithographie, les matériaux utilisés, etc. J'ai très peur, si je ne réutilise pas ce savoir, d'oublier très vite, dans 3 mois, je ne saurais pas grand-chose. Je me rappelle, c'était intéressant, mais je ne me souviens plus. Donc si je ne mobilise pas ce savoir tout récent que je viens d'avoir, déjà, si j'en parle autour de moi, si je réexplique à quelqu'un ce que je vais essayer de faire quand je vais rentrer, pour justement retenir un peu plus ça. Et puis si je commence à m'en servir, si je commence à faire... à travailler dans un atelier de fabrique d'images, etc., à ce moment-là, oui, je vais retenir des choses. Le savoir s'use si on ne s'en sert pas, hein, évidemment. C'est le contraire des piles célèbres. Et donc, la mobilisation, c'est extrêmement important. D'où d'ailleurs l'importance de la mémoire. Les compétences donnent un rôle important à la mémoire, parce que justement, il faut arriver à mémoriser. Mais qu'est-ce que veut dire mémoriser? Ça veut dire, quand on enregistre des informations, on pense au moment où on va les restituer. D'ailleurs, quand on demande à des élèves
de donner une connaissance, et lorsqu'on leur propose un choix de 5 items, souvent ils trouvent la connaissance. Par contre, si on ne leur propose pas ce choix, ils n'arrivent pas à retrouver les connaissances qui sont quelque part perdues dans leur esprit. Donc il faut travailler cette question de la mémorisation à long terme, et ça va avec le travail par compétences. Parce que le but, c'est quand même que les élèves arrivent à retrouver des connaissances utiles, qui vont leur être utiles, mais aussi, je dirais, à inhiber des connaissances inutiles. Parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, qui dit mobilisation de connaissances, dit aussi inhibition, c'est-à-dire mise à l'écart de connaissances non utiles. De même qu'un élève qui écoute un professeur parler, il doit être sensible et écouter tout ce qu'il dit d'intéressant, mais il ne doit pas être normalement attentif à la couleur de son pull ou au fait que ce jour-là, il est mal coiffé. Vous voyez, c'est travailler sur vraiment les informations utiles. D'où l'importance donc le travail par compétence enclenche des travaux dans des domaines très divers comme la mémorisation, l'attention en classe. Moi, j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, et ceux qui sont intéressés, il y a un cahier pédagogique qui s'appelle Apprendre à mémoriser, aider à mémoriser, qui contient vraiment des choses très très importantes. Il y en a quelques exemplaires à la sortie, où on travaille cette question de la mémorisation qui ne se limite pas au par cœur et qui est très importante, parce que la mobilisation, ça fait appel aux ressources mémorielles. Et aujourd'hui, évidemment, on a Internet, qui est une banque de données énorme, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est extrêmement important de former les élèves à la recherche sur Internet et à mobiliser des ressources, à se demander quelles ressources sont disponibles. Et je crois qu'il faut très souvent demander aux élèves de quoi on a besoin pour faire ce travail. C'est vraiment une question qui doit revenir tout le temps en cours d'année. De quoi on a besoin pour faire ça? Je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on entend tous les jours dans une salle de classe. De quoi on a besoin, à ton avis? Qu'est-ce qu'on va utiliser? De quoi on n'a pas besoin aussi? De quoi on n'a pas besoin? Quand on survole un texte pour chercher une information, on n'a pas besoin d'un certain nombre de choses. Donc la lecture sélective, je ne sais pas s'il y a des documentalistes dans la salle, mais c'est très important de travailler avec les documentalistes au niveau du collège, et au niveau de l'école primaire, avec les BCD, etc., sur la dimension lecture sélective. Donc mobiliser ces ressources, mobiliser des savoir-faire, mobiliser des savoirs, mobiliser des savoir-faire. Donc là encore une fois, les savoir-faire, c'est des choses qui sont aussi engrangées dans la mémoire. Parce que, je vous parle de la mémoire, c'est pas seulement la mémoire qu'on appelle déclarative, mais c'est aussi la mémoire qu'on appelle procédurale. La mémoire déclarative, c'est je connais la date de... je sais quel est le chef-lieu du département des Vosges, je sais quand est né Jules Ferry, etc. Et les connaissances procédurales, c'est je sais retrouver rapidement dans un usuel, si je ne le sais pas, quel est le chef-lieu du département des Vosges. Donc là, c'est plutôt un savoir-faire. Et développer des savoir-faire, notamment dans le domaine de la lecture, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, mais ne pas rabattre les compétences sur les savoir-faire. Compétences, c'est l'utilisation de savoir-faire. 4e point, mobiliser les attitudes. Qu'est-ce que c'est que des attitudes ? C'est surtout pas quelque chose qui se réduirait à des comportements sociaux. Par exemple, l'attitude en classe, d'écouter le prof, de lever le doigt avant de parler, etc. Choses qui sont tout à fait importantes et pour lesquelles je me bats chaque jour. Mais ça ne suffit pas. Quelles sont les attitudes? Je citerai 2 exemples d'attitudes. C'est la persévérance dans le travail, le fait que les élèves acceptent, par exemple, des moments d'ennui dans un travail long. Ça me paraît très important. Par exemple, des élèves, des jeunes qui font du sport, ils savent que c'est pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps des choses valorisantes, il y a des moments très ennuyeux, de répétition, fastidieux, etc. Et donc, quelle attitude permet justement d'accepter cette dose d'ennui pour, à la fin, arriver à un projet qui soit bien réalisé, etc. 2e attitude aussi à développer, c'est la vérification des informations. Aujourd'hui, avec Internet, ça devient extrêmement important de vérifier les informations et de développer chez les élèves l'attitude de vérification de l'information. J'ai envie de dire que
c'est au moins aussi important que de maîtriser l'orthographe, par exemple. C'est au moins aussi important. Parce que vérifier l'information, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont être complètement les victimes de n'importe quelle rumeur sur Internet, et puis ceux qui vont essayer de réfléchir, de comprendre, etc. Tout ça pour réaliser des tâches. Mais quand on dit réaliser des tâches, ce n'est pas forcément des tâches très concrètes. Ça peut être, bien sûr, réaliser une exposition, ça peut être écrire des lettres, etc. Mais ça peut être aussi des tâches indirectes, c'est-à-dire où il n'y a pas directement un projet final, mais bien sûr résoudre un problème mathématique. Mais c'est vrai que la façon dont il est présenté, on y reviendra, il y a une façon de présenter ce problème de mathématiques qui est plus de l'ordre des compétences, et surtout s'il ressemble à des choses que l'on peut trouver dans la vie réelle. Et dans des situations non complexes. Et il me semble qu'aujourd'hui, moi, dans les formations que je fais sur le socle et sur les compétences, je m'attache autant à travailler sur les situations que sur l'évaluation, sinon plus. C'est-à-dire que je crois que vraiment le travail de formation, c'est ensemble de créer des situations favorables à l'émergence de compétences. Voilà. Comment faire des exposés aux élèves en trouvant des situations qui les mobilisent plus. Comment faire écrire des textes dans des situations, etc. Comment travailler dans l'esprit de la main à la pâte au niveau des sciences. Comment multiplier les situations de langue étrangère, etc. Donc chaque fois, l'idée de situation complexe me paraît capitale, quoi. Il n'y a pas de travail par compétence sans situation complexe, plus ou moins complexe, ce qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans les situations complexes. À un certain moment, on travaille à un niveau inférieur, à savoir, on s'entraîne, on fait un apprentissage plus mécanique, etc. Mais dans le but, on revient toujours à la situation complexe, toujours pour résoudre un problème. Et je crois que l'on discutait juste avant la conférence avec l'IEN d'une des circonscriptions, disant qu'effectivement, le travail qui peut se faire en maths sur les problèmes est tout à fait transposable dans d'autres matières. Et ça, on va y revenir sur l'idée des matières, conjugaison des matières. Et on pourrait dire aussi, évidemment, que si on voulait définir de manière très très simple une compétence, moi je dirais les compétences, c'est les savoirs en action. Voilà, c'est une définition très très rudimentaire, mais elle n'est pas fausse. C'est le savoir en action. C'est la mise en action des savoirs. Et on pourrait dire aussi que les compétences, loin d'être des adversaires des connaissances, sont au contraire une valorisation de ces connaissances. Parce que si on dit 1515 Marignan, ça n'a aucun intérêt. Ça. Même si on dit que François Ier a vaincu, alors on ne sait pas trop qui a vaincu, hein, les gens ne savent pas qui étaient les adversaires. Si on est dans un travail sur la Renaissance et qu'à un moment donné on a besoin de cette connaissance, à ce moment-là cette connaissance a de la valeur. Et je dirais d'une certaine façon que les compétences, c'est prendre les savoirs au sérieux. C'est faire de l'école autre chose qu'un gigantesque question pour un champion. Et j'ai l'impression que très souvent, dans l'esprit des élèves, l'école, c'est un peu question pour un champion. C'est une espèce de quiz où on répond à des questions qui n'ont pas finalement beaucoup de liens les unes avec les autres, comme les candidats de questions pour un champion répondent à des questions comme ça. Alors j'ai rien contre les jeux, hein, très bien comme jeu, mais ça ne doit pas être un modèle pour l'école. À l'école, on n'est pas là pour répondre à des questions. On est là pour apprendre des choses et pour mobiliser ce qu'on est en train d'apprendre, pour pouvoir s'en servir plus tard et en s'en servant dès maintenant. Donc, les mots-clés. Alors, il y a des mots-clés, que je dirais, des mots-clés théoriques. Les mots-clés théoriques et puis les mots-clés, on pourrait appeler institutionnels. Alors, effectivement, il faut connaître ces mots-clés institutionnels. Et c'est vrai que le socle commun qui repose sur les 7 compétences utilise le mot compétence dans un sens un peu bizarre. Parce que c'est vrai, quand on dit la compétence 5, culture humaniste, ça ne correspond pas du tout à une définition de ce que c'est qu'une compétence. Moi, j'aurais préféré qu'on garde l'expression pilier, qui était l'expression au départ, les 7 piliers.
On a choisi d'appeler ça cette compétence. Je trouve que ça brouille un peu les choses, mais tant pis, ce n'est pas très grave, je ne suis pas attaché au mot. Compétences qui se déclinent donc en capacité, connaissance et attitude. Ces compétences sont divisées en domaines, et puis on a trouvé ce terme très neutre, pas polémique, qui est le mot item, qui ne veut rien dire en lui-même, c'est un mot très neutre. Donc les items, c'est à la fois des connaissances et des compétences. Bon, c'est un terme un peu passe-partout. Peu importe, on a utilisé ça, autant utiliser le langage officiel, même si on a un regard critique vis-à-vis de ce langage officiel. Articulation avec le socle commun, évidemment. Je ferai remarquer, donc là ici, petit dessin, hein, passe ton socle d'abord. Juste un mot, puis on pourra revenir au socle commun dans la discussion. Et évidemment qu'on peut travailler les compétences en dehors du socle commun. On peut travailler par compétences dans la formation d'adultes, on peut travailler par compétences en lycée au-delà du socle commun. Bon. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse travailler le socle commun autrement que par compétences. C'est vrai qu'au départ, il y a eu des ambiguïtés. D'ailleurs, il y a tout un débat qui a eu lieu au moment de la création de cette notion de socle commun. Mais bien évidemment qu'il faut articuler le travail par compétence, socle commun. Mais je crois que le travail par compétence va au-delà du socle commun. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'école. Et quand on a fait ce livre au CRDP d'Amiens, Travail par compétence et socle commun, on se demandait d'ailleurs qu'est-ce qu'on allait mettre en premier. C'est vrai que là, on a mis travail par compétence en premier. J'ai remarqué que pour la conférence, on a mis socle commun en premier. Peu importe. Mais j'aurais envie quand même peut-être de mettre travail par compétence en premier, parce que c'est ce qui va donner du sens au socle commun. Alors il faut savoir que le socle commun, si je prends cette image, cette photo que j'ai prise une photo d'un socle sans statut, j'ai trouvé quelque part, et en réalité, moi j'ai envie de dire que sur ce socle, on peut mettre beaucoup de choses. En même temps, l'image du socle a quelque chose qui me gêne un petit peu, si on prend ça comme les fondements. Or, des fondements sur lesquels repose tout l'édifice. Or, je crois que les choses sont plus compliquées que cela, mais toute métaphore a ses limites. Et moi, j'aurais envie de prendre une autre métaphore, qui est celle du tremplin. On pourrait imaginer que sur ce socle, on peut rebondir. On peut aller très haut, on peut aller un peu moins haut. Et moi, je dirais que le socle, c'est ce qui permet de continuer à apprendre plus tard. Moi, je trouve que c'est ça la meilleure définition du socle commun. C'est pas... Bien sûr qu'il y a une définition qui est ce qu'il n'est pas permis d'ignorer à la sortie de la scolarité obligatoire. Ce qu'il faut savoir faire, ce que tout citoyen devrait savoir faire. Quand on regarde le socle, on est bien au-delà, en fait. Bon, parce que chacun a voulu rajouter quelque chose, et on a quand même du mal dans notre système à inventer un vrai socle qui serait vraiment l'indispensable. Certains ont parlé de SMIC culturel. Moi, je suis tout à fait pour cette notion, parce que le SMIC, c'est pas du tout une limite, c'est ce qui permet, c'est au moins le minimum garanti, ce qui va permettre d'avoir des salaires plus élevés par la suite, éventuellement. C'est un minimum, c'est pas un maximum du tout. Le SMIC, c'est pas le RSA. Et je ne comprends pas très bien comment il se fait que certains adversaires du socle commun disent ça, une réduction à un SMIC. Moi, je serais heureux personnellement. J'ai des élèves très très faibles, vraiment des élèves qui ont eu un mal fou. Hein, et je serais heureux qu'ils aient ce SMIC culturel. Vraiment, je me bats pour ça. Et ça me fait vraiment rire, si on peut dire, mais pleurer aussi, que des gens disent le SMIC culturel avec mépris, quoi. Moi, je dirais, s'ils pouvaient maîtriser certains fondamentaux, je serais vraiment très heureux et je me bats pour ça et j'y arrive pas parce qu'il y a tellement d'obstacles qui sont des obstacles sociaux aussi, évidemment. Donc l'idée de rebondissement, de tremplin, la définition du socle comme ce qui va nous permettre d'apprendre par la suite. C'est là qu'on voit d'ailleurs que l'échec scolaire de certains élèves n'est pas le même pour certains et pour d'autres. Et quelquefois, dans les médias, d'ailleurs, on confond tout. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, des lycéens décrocheurs. On travaille pas mal sur le problème des cahiers pédagogiques, c'est les lycéens décrocheurs. Ça n'a rien à voir avec des jeunes qui sortent de l'école, qui maîtrisent si mal la lecture, qui vont avoir oublié au bout de 3-4 ans les mécanismes de la lecture et qui vont plonger dans un certain illettrisme.
Je crois que c'est deux choses très différentes, ce n'est pas des échecs de la même façon. Celui qui a un certain nombre de bases, mais j'aime pas trop le mot base, je dirais celui qui a suffisamment de ce qu'un texte européen appelle les compétences clés. Moi j'aime bien l'expression compétences clés. Les clés, c'est ce qui va permettre d'ouvrir des portes. Et la lecture, c'est une clé dans notre société. Dans certaines sociétés du monde, c'est pas aussi clé d'avoir la lecture. On peut se débrouiller. En France, si on n'a pas la lecture, on est vraiment très handicapé. Donc, compétence clé. À cet égard, la lecture est bien plus importante que l'écriture ou que dans le triptyque lire, écrire, compter, il y a une hiérarchie. La lecture est très au-dessus des deux autres. Parce que si on ne sait pas lire dans une société, on est vraiment, vraiment en échec social. Donc, comment faire pour apprendre tout le long de la vie? Comment avoir des outils, des clés qui vont nous permettre de continuer à apprendre? Et c'est comme ça qu'il faut envisager le socle. Ce n'est pas grave si tout n'est pas acquis. Ce qui est grave, c'est si ce qui permettra de continuer à apprendre n'est pas acquis. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, tout ce que nos enfants doivent savoir, moi je dis, j'aime pas trop cette expression, moi je dirais plutôt ce que nos enfants ont besoin de savoir pour continuer à apprendre. Et c'est plus long, évidemment, à écrire. Alors, quels sont les avantages de cette approche? La première chose à dire, c'est que ça permet de prendre en compte davantage les progrès individuels que le système de notation traditionnel, par exemple. Certains disent, mais si, 12, 22, ça permet de voir qu'un élève est meilleur que celui qui a 11, 90. C'est pas sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux du tout. Là, j'étais dans les conseils de classe. Bon, quand on voit quand même que certains élèves ont 5 de moyenne en français, avec beaucoup de difficultés, mais ils ont 15 dans certaines autres matières, donc ça fait 10, et l'élève est content, alors qu'il a des très grosses difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire, les progrès individuels? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, l'élève qui a toujours 0 en dictée, et à qui on ne note pas les progrès? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va me dire, quelquefois, on évalue un écrit sur 20, on met 10 points pour la forme et 10 points pour le fond, pour simplifier un peu. Mais l'élève, il va regarder la note globale. Il ne va pas du tout regarder les critères. Et en plus, quand on fait, comme au brevet des collèges, des barèmes avec des points, des demi-points, etc., ça ne veut absolument rien dire. Et il me semble que, par exemple, ici, pour la lecture, établir des échelles de compétences, avec chaque fois des validations partielles, comme ici, par exemple, de dire savoir prélever des informations explicites d'un texte simple, savoir le faire avec rapidité, savoir le faire pour un texte plus complexe, savoir tirer parti de ces informations pour déjà aller dans l'implicite, savoir entrer dans l'implicite en opérant des inférences, en sachant relier des éléments entre eux, etc. Voilà, là on a une échelle qui permet des progrès à tel ou tel élève, en particulier c'est des outils qui peuvent servir dans des accompagnements personnalisés, etc. Attention, je précise bien que là il s'agit de l'évaluation. Il ne s'agit pas de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas se dire on va commencer par des choses très simples et on va limiter les élèves à ces choses très simples. Je crois qu'on peut travailler sur des textes complexes, mais on ne va pas évaluer de la même façon des élèves qui ont des grandes difficultés et ceux qui sont à l'aise, et à qui on va proposer par exemple à certains moments des textes plus compliqués, à certains moments des questions plus complexes, à certains moments des questions sans aide, et puis à la notion de temps. Je trouve qu'à l'heure actuelle, dans le livret de compétences, on ne donne pas assez d'éléments sur le temps que doivent mettre les élèves à faire telle ou telle tâche. Lorsque les élèves doivent trouver 3 informations, comme l'évaluation cours moyen deuxième année, on demande aux élèves de trouver des noms de personnages dans un texte sur la petite fille avec les roubles, etc. Donc, si l'élève y arrive, mais a mis énormément de temps, ce n'est pas la même compétence quand même que celui qui arrive à le faire en 30 secondes et celui qui le fait en 3 minutes. Parce que celui qui le fait en 3 minutes, il épuise son énergie, il n'en a pas pour des tâches plus complexes, plus difficiles. Donc je crois qu'il faut introduire à tout prix la notion de temps, de durée, et les cahiers pédagogiques vont publier dans 1 mois et demi un numéro qui va s'appeler « Le temps d'apprendre », dans lequel j'ai écrit un article que j'ai appelé « Savoir
savoir changer de braquet, c'est-à-dire savoir trouver le bon braquet. Je ne sais plus si c'est changer de braquet ou trouver le bon braquet. Comme en métaphore du vélo, il y a des moments il faut aller plus vite et trouver le bon braquet. On ne va pas pédaler en côte avec le même braquet que dans une descente, etc. Et une descente, on ne pédale pas en plus. Donc, comment faire pour que des élèves, en mathématiques par exemple, c'est tous les problèmes où on demande aux élèves d'estimer un résultat avant de commencer le travail. Parce qu'ils peuvent quand même estimer un résultat et de dire qu'entre Nancy et Thaon, il n'y a pas 3000 km, parce qu'ils savent bien que ce n'est pas vrai, s'ils sont du coin. Par contre, ils sont capables de le dire dans un problème de maths, s'ils calculent, ils additionnent des choses qu'ils n'ont pas à additionner. Et donc les élèves perdent leurs moyens, comme dans une épreuve d'ailleurs. Il y a une épreuve de PISA, vous savez, les évaluations internationales, où on demande à des élèves d'estimer quel est le degré de fiabilité de plusieurs sondages d'opinion. C'est assez d'actualité, hein. On prend plusieurs sondages d'opinion et on leur demande par exemple, est-ce que c'est plus fiable si on interroge 100 personnes par hasard sur Internet ou si on fait 100 personnes en respectant un échantillon, ou bien si on interroge 10 personnes, est-ce que c'est plus fiable que 100, etc. Et il y a des élèves, c'est assez simple en fait, mais beaucoup d'élèves se trompent, il y a énormément d'erreurs, même pas seulement en France, hein, dans tout le... Pourquoi ? Parce que les élèves tout d'un coup se disent ça c'est des maths, et ils perdent leurs moyens, ils essayent d'additionner, etc. Et du coup ils ne raisonnent pas, alors qu'il n'y a pas c'est pas du tout des maths. Enfin il y a des maths très rudimentaires, quoi, de savoir que 100 c'est plus grand que 10, bon ça c'est pas des maths. Hein. Et voilà. Et donc ici on a cette idée de réveiller les compétences en sommeil, d'éviter que certaines ne meurent, parce qu'il y a des compétences qui meurent si elles ne sont pas travaillées. Deuxième grande idée, et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo dans une école primaire à Paris, où juste un tout petit flash de ce que c'est qu'impliquer les élèves dans le travail par compétences. Vraiment, dans les classes, il faut très souvent poser ces questions. Sur quelles compétences on va travailler ? Quelles compétences on a travaillé ? Sur quoi tu vas être évalué ? À ton avis, qu'est-ce qui fait que ton devoir il va être réussi ? Quelles sont les compétences qu'on a travaillées là ? La semaine dernière, c'était quoi comme compétences ? Regarde ton livret, etc. Il faut que le livret devienne un vrai outil de travail pour les élèves. Si c'est fait d'en haut, technocratiquement, par des enseignants, je ne dis pas que ça serait complètement inutile, parce que ça rationalise un peu les choses, mais ce n'est pas grand-chose. Et donc, il faut que les élèves soient quand même acteurs de cela. Je me méfie un peu du mot élève-acteur, parce que c'est vrai que c'est utilisé des fois de façon un peu pompeuse, mais ça veut dire quand même qu'on les implique vraiment. Et plus ils sont en difficulté, plus il faut les impliquer, en sachant que lorsqu'on fait ce travail d'implication des élèves, au début, ça ne donne pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment persévérer, et la compétence de persévérance, elle s'adresse aussi aux enseignants. C'est-à-dire qu'au début, on demande aux élèves, ils ne savent pas parler des compétences, c'est très rudimentaire. Mais quand on voit par exemple tout le travail qui est fait en maternelle autour des chercheurs comme Sylvie Seb, par exemple, qui a beaucoup écrit sur la maternelle, ou des gens comme, et puis je crois qu'elle est intervenue, Ève Le Galland, des gens comme ça, qui travaillent sur cette intelligence de l'élève dès les plus jeunes âges, en leur demandant qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est là qu'on apprend. Je crois qu'on n'apprend pas du tout dans l'action. On ne peut pas apprendre sans action, mais ce n'est pas dans l'action qu'on apprend. C'est dans la réflexion sur l'action. C'est en capitalisant l'action. L'action toute seule, ça ne suffit pas. J'exagère un peu quand je dis qu'on n'apprend pas dans l'action, mais si on ne capitalise pas, si on n'a pas ces moments où on fait les bilans, etc., eh bien on n'apprend pas vraiment. Du moins quand c'est un apprentissage un peu complexe. Ensuite, trouver des modes visuels de communication des compétences, donc des couleurs, par exemple, des croix, etc. Voilà, par exemple, un système. On verra tout à l'heure dans un petit film qui a été fait avec mes élèves, ce système-là, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, ici, avec des couleurs vert, orange, rouge, etc. Autre grande idée, c'est que le travail par compétences va mettre en avant des compétences qui sont quand même trop marginalisées dans notre système scolaire. Et qui pourtant, tous les rapports internationaux montrent que c'est des compétences fondamentales pour l'homme du XXIe siècle. Je crois quand même que notre école est loin actuellement de préparer les citoyens du XXIe siècle. Des citoyens qui sont capables de gérer la complexité. Aujourd'hui, tout est complexe. La vie de famille, elle est complexe. Il y a des familles récomposées.
On ne peut pas exiger des enfants le silence à table. Il ne suffit pas d'obéir. Il n'y a pas le sermon du prêtre et ensuite on obéit. Je crois qu'aujourd'hui, les situations sont complexes. On est à l'heure de s'interroger sur les sources d'énergie futures. Toutes ces choses-là, on n'a pas les solutions. On ne sait pas comment il faut agir. Qui croire? Qui croire? Est-ce qu'il faut croire les responsables des centrales nucléaires japonaises? Est-ce qu'il faut croire les anti-nucléaires quand ils disent quelque chose, etc. Tout ça, donc les compétences documentaires sont essentielles. Savoir rechercher l'information. Umberto Eco, grand sémiologue italien, disait c'est fondamental aujourd'hui, la recherche d'informations. Quand on cherche sur un site, je vais vous donner un exemple, si on cherche sur un site des choses en rapport avec l'évolution des espèces, thème de travail à l'école primaire comme dans le collège, thème passionnant qui passionne les élèves, les origines de l'homme, etc., on va tomber sur des sites créationnistes qui vont nous raconter n'importe quoi sur la fixité des espèces, etc. On va tomber sur des sites plus sérieux. En même temps, il y a des choses où on n'est pas sûr. Comment arriver à faire le tri dans tout ça? Et ça, je crois que ça se prépare très très tôt. Très très tôt. Je vais vous donner un exemple très récent avec mes élèves. J'ai travaillé sur les sources d'information de la presse. Mais j'essayais aussi de donner des exemples très, très parlants pour les élèves. Je leur dis par exemple, regardez, il y a un prof qui est absent. Au collège, le prof est absent. Quelle est la source la plus fiable? Non, ce n'était pas cet exemple que j'avais pris. Enfin, j'ai pris un autre exemple. Vous voyez, des fois, il y a un élève qui n'a pas fait son devoir, et il y a un camarade qui dit « Mais si, monsieur, il a fait son devoir, je l'ai vu le faire, il l'a fait en permanence. » Et je leur dis « Qu'est-ce qui est le plus... Est-ce que ça, c'est très fiable ?» C'est un élève qui le dit pour un camarade, ils s'entendent bien, il a envie de dire ça pour défendre son camarade, c'est pas très fiable. Si c'est un surveillant qui dit ça, c'est un peu plus fiable. Si c'est un prof qui dit ça, en principe, c'est quand même fiable. Vous voyez, degré de fiabilité. C'est important de travailler là-dessus. Et là, ils comprennent bien. Et après, on peut faire la même chose pour la presse, pour les informations télévisées, etc. Compétences documentaires. Compétences orales. Aujourd'hui, finalement, on n'est pas très choqué qu'un élève qui sort de troisième, à la fin de la troisième, il ne sache pas parler 2 minutes devant des camarades sans avoir un papier devant lui. Il y a plein d'élèves qui ne sont pas capables de ça. Et ça, je trouve que c'est relativement scandaleux. Il y a des élèves qui savent reconnaître l'attribut du sujet, le COI et le COD, et ils ne savent pas parler 3 minutes, 2 ou 3 minutes devant un auditoire. Il y a quelque chose de très intéressant actuellement, c'est l'histoire des arts. Malheureusement, elle n'est pas partout pratiquée intelligemment. Là où elle est bien pratiquée, on demande aux élèves de faire un dossier et d'exposer ce dossier. Et cet exposé, il doit l'exposer sans avoir un support écrit, ou alors un support écrit minimum avec leur plan, etc. Donc entraîner les élèves à ça dès le plus jeune âge, c'est extrêmement important. Ça veut dire aussi que c'est des élèves qui sauront se débrouiller dans un entretien d'embauche, qui sauront se débrouiller dans des examens, etc. Quand je vois tellement d'élèves démunis qui ne savent pas exposer, c'est terrible. Capacité à travailler en groupe. Est-ce qu'à l'école, on valorise ça aujourd'hui? Un élève qui ne sait pas travailler en groupe, ce n'est pas grave. Peut-être que si on valorisait ça au niveau de validation de compétences, moi j'ai une élève comme ça qui a beaucoup de mal à travailler en groupe, elle est très bonne élève, elle a des très bonnes notes partout, elle ne sait pas travailler en groupe. Bien, le fait qu'elle n'ait pas validé cette compétence, ça la vexe un peu, ça la stimule, elle essaye, elle fait des efforts pour travailler en groupe avec les autres. Par contre, il y en a qui savent très bien travailler en groupe, et ce n'est pas forcément des élèves performants, etc. Revoir finalement la notion de fondamentaux. Là, ici, c'est un dessin de Daumier, là je vais le lire, un dessin d'un recueil de Daumier sur les professeurs, et là il est marqué « Ce qu'il faut savoir à tout prix ». Comment, drôle, vous ne savez pas le nom des 3 fils de Dagobert? Mais vous savez donc rien de rien. Mais vous voulez donc être toute votre vie un être inutile à la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien souvent, on considère comme fondamental quelque chose qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Et on oublie des vrais fondamentaux. Travailler en groupe, c'est un fondamental pour moi. Donc, il faudrait revoir ce qu'on appelle fondamentaux. Et je dirais, il y a une chose importante, c'est se référer à des outils communs. Et là, je voudrais exposer ça et en même temps mettre un bémol. C'est-à-dire, est-ce que
Est-ce que raisonner, c'est la même chose en maths? Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait transposer les maths dans nos disciplines. Est-ce que c'est la même chose? Raisonner en maths, raisonner en français, raisonner en SVT, raisonner en éducation physique? Probablement non. Tous les théoriciens qui ont travaillé sur ces notions disent que le transfert n'est pas évident du tout. Et d'ailleurs, vous connaissez tous, et peut-être parmi vous, y en a-t-il qui sont très sûrs au niveau raisonnement pour un certain nombre de domaines et qui dans d'autres se comportent de façon un peu stupide, quoi. Et moi-même, je vois par exemple de certains problèmes de physique, je raisonne n'importe comment. Lorsque je suis devant une bibliothèque à monter, je perds mes moyens et je fais n'importe quoi, alors que je pense savoir à peu près raisonner pour une argumentation, etc. Donc c'est de même que s'informer, par exemple. Est-ce que c'est la même chose de s'informer en cherchant sur Internet des informations sur un problème historique? Est-ce que c'est la même chose que de s'informer quand on roule en voiture et qu'on regarde dans le rétroviseur pour savoir s'il y a des voitures derrière? Ce n'est pas la même chose. En même temps, c'est intéressant de se dire qu'on participe tous à la construction d'une espèce de grande compétence qui serait s'informer, tout en se disant qu'elle n'existe pas vraiment. Vous voyez, c'est un peu complexe ce que je dis là, mais je crois que il y a à la fois des vraies compétences transversales. Travailler en groupe, c'est vraiment une compétence transversale. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment transversales parce qu'elles prennent des formes très différentes. Sinon, tous ceux qui sont bons en raisonnement mathématique seraient bons en raisonnement en français, et ce n'est pas le cas. C'était l'illusion d'ailleurs de l'école traditionnelle de penser que le transfert se faisait automatiquement. C'est aussi l'illusion de la pédagogie par objectif, de penser qu'on va transférer ce qu'on a appris dans un domaine, qu'on va tout de suite le transposer. Il y a tout un travail à faire pour réutiliser des compétences de raisonnement ailleurs que dans un domaine. Et là, les professeurs d'éducation physique, qui sont très en avance sur les autres disciplines, ont travaillé la question du transfert, justement en se disant, quand on sait lancer le disque, est-ce qu'on sait bien lancer le javelot? C'est pas sûr. Quelquefois même, il faut casser certaines habitudes pour pouvoir transférer. Quand on a beaucoup travaillé sur un domaine, on a tendance à transposer dans un autre domaine, alors qu'il faut faire autrement. Par exemple, quand on est lycéen et qu'on fait une disserte de philo, il faut oublier un certain nombre de savoirs qui sont valables pour la dissertation de français. Oui. Et donc, quand on travaille à interdisciplinarité, c'est à la fois les ressemblances et les différences qui sont intéressantes. J'accélère un petit peu pour pouvoir vous montrer les films. Les transferts ne sont pas toujours simples. Vous voyez ici l'élève qui dit « Monsieur, vous m'expliquez les consignes de l'exercice et je vous explique le mode d'emploi de votre portable. » Voilà, des élèves qui sont d'une habileté incroyable pour manier leur portable, bien plus habiles que je le suis, et puis qui ne sont pas capables de transposer ça dans le domaine scolaire. Mais peut-être qu'il faudrait les aider à utiliser des compétences qu'ils ont dans le domaine informatique ou téléphonique. Juste ce petit dessin qui est très amusant sur le transfert. C'est un dessin en bande dessinée. Vous voyez au début un monsieur qui a son chien qui a tendance à faire pipi sur le canapé à la maison. Alors, en bon pédagogue, il va essayer de lui apprendre à ne plus faire comme ça. Alors il l'amène à l'extérieur et il lui montre qu'il faut faire ses besoins à l'extérieur. Il ne faut pas être à l'intérieur, mais il faut être à l'extérieur. Pour lui, c'était ça l'apprentissage. Mais le chien, il n'a pas compris. Il a compris que c'était la position debout qui était importante. Donc il n'a pas su décoder la situation. Brave chien, il a été consciencieux, élève. Et vous voyez, transposer ça à la situation d'élève. Ces élèves qui ne voient dans certaines situations que des apparences. Ils n'arrivent pas à lire la situation. D'où l'importance de la réflexion avec les élèves pour arriver à lire les situations. C'est-à-dire, il faut trouver des situations, mais ça ne suffit pas de les mettre en pratique. Il faut leur dire, attention, là, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. C'est dans la mémorisation, on est trop dans la sélection d'informations et pas assez dans l'élimination des informations inutiles. Je trouve que c'est très important ça. Le travail par compétence exige de travailler sur tout ce qui n'est pas utile, qu'il faut arriver à mettre de côté. Le problème, c'est que par exemple, en français, on sait qu'on est très obsédé par vouloir tout dire. Et par exemple, je pense par exemple à un travail sur les châteaux forts en histoire. Je voyais un manuel d'histoire. On travaille sur les châteaux forts. On leur dit dans les châteaux forts, il y a des créneaux pour voir de loin les ennemis arriver. Bon. Et puis tout d'un coup, on leur dit connaissez-vous d'autres sens du mot créneau dans la vie courante?
C'est ridicule, parce que ça brouille les élèves, parce que le créneau automobile, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec le créneau de la tour. Et donc ça brouille l'esprit. On a voulu leur apprendre un mot supplémentaire, mais c'est pas on a autre chose à faire. Il faut bien. Donc ça demande aussi vraiment le travail par compétence, le ciblage sur ceux que l'on veut vraiment travailler. Et ça exige de ne pas travailler sur trop de compétences en même temps. Et de multiplier les situations. Parce que vous voyez ici, si le maître avait trouvé d'autres situations, peut-être que les chiens auraient compris. Bon, là, ici, c'est un peu spécial, évidemment, mais bon. Insistance sur l'action, j'en ai parlé tout à l'heure. Je continue. Je vais aller un peu plus vite. D'ailleurs, oui, dans les attitudes, souvent on parle du sens de l'effort. Moi, je voudrais dire que je me sens tellement loin des gens qui accusent le travail par compétence d'être laxiste, d'enfermer les élèves dans le cocooning, etc. C'est tellement éloigné de ma conception de l'école, alors que moi je suis pour l'exigence très forte, mais l'exigence va avec la bienveillance. Je crois que c'est vraiment, toutes les études montrent que ce qui fait réussir les élèves, c'est l'alliance de l'exigence et de ce qu'on pourrait appeler la bienveillance, ce qu'on pourrait appeler la compréhension, ce qu'on pourrait appeler créer un bon climat. C'est-à-dire qu'être exigeant, ça veut dire... Moi, j'ai appris beaucoup ça lorsque j'ai fait des ateliers théâtre quand j'étais élève. Et tout d'un coup, j'ai vu une vraie exigence. En classe, c'était une exigence souvent formelle. L'atelier théâtre, je ne réussissais pas, le prof disait de recommencer, jusqu'à ce qu'on réussisse. Mais c'était dans un climat tellement intéressant, motivant, qu'on pouvait accepter des critiques. Et moi, j'ai travaillé des fois avec des élèves, j'ai moins le temps de le faire, mais du théâtre avec les élèves, et il y avait les mêmes élèves qui étaient en refus d'école, etc. Tout d'un coup, dans ce projet, ils acceptaient de refaire 4 fois, 5 fois, 6 fois le jeu, parce que je leur dis, c'est pas bien ce que tu as fait là, tu recommences, etc. Parce qu'on est dans un climat où l'exigence est possible. L'exigence sans bienveillance, c'est mettre en échec les élèves, c'est l'élitisme, c'est l'exclusion. La bienveillance sans l'exigence, c'est la démagogie, c'est le mépris finalement pour des élèves en difficulté en disant c'est déjà bien pour toi, on fait des petits exercices à trous, tu vas réussir, c'est bien. Donc exigence, mais exigence intellectuelle, pas de mettre 3 carreaux après la marge, mais plutôt tu dois recopier la source de l'information si tu as trouvé sur Internet. Ça, c'est une vraie exigence. Voilà. Donc le sens de l'effort aussi, évidemment. Donc le livret de compétences doit être, à cet égard, le livret doit être aussi ce miroir de réussite, où il y a aussi, bien sûr, des non-réussites, mais quand même les réussites qui sont un peu valorisées. Vous allez voir, je vais vous montrer après, les avis de certains de mes élèves sur le travail par compétences. Mais éviter ce qu'on pourrait appeler l'usine à cases, c'est-à-dire les parents qui lisent et qui voient plein d'items et qui disent « finalement, je ne sais pas s'il est bon ou pas ». Et les profs qui passent leur temps à remplir des cases. C'est surtout pas ça. Donc il faut se trouver des systèmes, et ça on travaille en formation, qui économisent aussi des efforts. Les efforts c'est très bien, c'est comme pour les élèves, les efforts c'est bien s'ils servent à quelque chose. Rien de pire que des efforts qui ne servent pas à grand chose. Donc mise en garde, pour finir. Mise en garde, le socle n'est surtout pas le rudimentaire, ça je crois l'avoir montré. Il ne s'agit pas par exemple de dire les fondamentaux seraient contre la culture. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait, enfin un premier livre que j'ai appelé L'enseignant, un passeur culturel, et un deuxième qui est au CRDP d'Amiens, transmettre vraiment une culture à tous les élèves. Et cette idée-là, ici, on voit bien le caricature, hein, un dessin des cahiers pédagogiques, on voit l'enseignant qui veut à tout prix faire l'addition et l'élève qui dit moi je veux savoir d'où vient l'homme et ce qu'il devient après sa mort. Ben, il faut les deux. Il faut à la fois travailler l'addition parce que si on ne sait pas faire des additions, on est handicapé, mais il faut aussi s'interroger sur peut-être par exemple l'origine des nombres. Hein, par exemple, si on reste au domaine mathématique, le travail sur l'histoire des nombres, c'est passionnant, c'est anthropologique, et ça peut aussi motiver les élèves à peut-être se plonger un peu plus dans les additions ou les soustractions. Là, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, puisque je suis quand même dans la patrie de Jules Ferry, je voudrais lire cette citation de Jules Ferry que l'on caricature en disant que c'est l'homme du lire, écrire, compter.
Alors que c'est surtout pas l'école de Jules Ferry, c'est pas l'école du lire, écrire, compter. C'est une école bien plus ambitieuse. Et Jules Ferry dit tous ces accessoires auxquels nous attachons tant de prix, que nous groupons autour de l'enseignement fondamental et traditionnel du lire, écrire, compter. Donc, ce que l'on groupe autour de ça, les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, notion intéressante, la gymnastique. Alors évidemment, il faudrait traduire les termes, les moderniser, mais on voit bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Les promenades scolaires, on pourrait appeler ça les sorties, le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école, le chant, la musique chorale. Pourquoi tous ces accessoires? Parce qu'ils sont, à nos yeux, la chose principale. Parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale. Libérale, ça veut dire qui libère. Telle est la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel et le nouveau. Donc ça montre bien que Jules Ferry est conscient que tout ce qui est projet, en gros, tout ce qui est soi-disant la périphérie de l'école, donne du sens au lire, écrire, compter, on pourrait dire aujourd'hui cliquer aussi, qui est sans doute une notion fondamentale. Donc l'école, il ne s'agit pas de remplir des livrets, il s'agit de travailler en profondeur. Et pour ça, il ne faut pas avoir une vision intégriste du socle commun. Il faut toujours se dire, on travaille sur la durée, on travaille sur le long terme. Petit à petit, on construit des choses. Il faut un mélange, comme toujours, dans toute action humaine, de déstabilisation et de réassurance. Dans les formations, il y a une partie où on déstabilise un peu les gens, puis une partie où on les rassure, on dit, ce que vous faites, il y a des choses à changer, mais en même temps, il y a plein de choses bien qu'on fait déjà, et on s'appuie toujours sur ce qu'on fait déjà. On ne peut jamais bâtir tabula rasa, ça n'existe pas. On fait toujours avec ce qu'on sait faire, mais en essayant de l'améliorer. Et j'ai envie de dire, sous forme de boutade, quand je travaille sur la pédagogie différenciée, je dis, si on pouvait chaque année se trouver une nouvelle façon de travailler, au bout de 40, ou maintenant je ne sais plus, c'est 42 ans de métier, on aura 42 nouvelles façons de travailler, ce sera déjà pas mal. Voilà, c'est un peu là-dessus. Et donc j'ai écrit ce livre « Travailler par compétences et socle commun », donc, trouver, qui est un livre collectif, c'est-à-dire beaucoup d'expériences, d'outils, de grilles, etc. Il y a aussi ce numéro des cahiers pédagogiques qui est épuisé, mais je signale qu'à la rentrée, en septembre, on va publier un numéro qui va s'appeler « Évaluer à l'heure des compétences ». Et puis aussi une autre brochure qu'on trouve sous forme numérique, mais qu'on trouve en quelques exemplaires à la sortie sous forme papier, qu'on a appelé socle commun, travail par compétence, balises et boussoles. On voit bien ce que ça veut dire, trouver quelques balises, trouver quelques boussoles pour travailler. Puis évidemment, vous avez beaucoup de ressources en ligne. Et je dirais que le travail par compétence, je l'illustre avec cette pensée profonde du capitaine Haddock dans un album de Tintin. J'espère qu'il n'y a personne de la Fondation Hergé dans la salle parce qu'on n'a pas le droit de diffuser des images de Tintin normalement. Je crois d'ailleurs vous l'avoir déjà dit, c'est à la fois très simple et très compliqué. On pourrait dire voilà, il y a des choses simples, il y a des choses plus complexes. Voilà. Alors, je voudrais, avant de vous montrer deux petits extraits vidéo, vous montrer peut-être juste ça, des avis d'élèves. Ce sont mes élèves de 5e, je leur ai posé il y a quelques jours la question, là, après 4 mois de travail, 5 mois de travail, on travaille par compétences, c'est-à-dire qu'il y a des notes. Mon système, c'est qu'il y a une note trimestrielle et c'est tout, mais il n'y a pas des notes à chaque fois, il y a des évaluations sous forme de couleurs, etc. Et j'aurais demandé qu'est-ce que ça apporte. Bientôt, on pourra voir en ligne, je le signalerai au CDDP des Vosges, il y aura en ligne un petit film aussi où on voit mes élèves interrogés, qui a été filmé très récemment. Et on voit un peu les mêmes genres de réflexions. Donc, par exemple, l'élève qui s'appelle Sofiane, on sait précisément ce qui va ou ce qui ne va pas. Ensuite, Asia, c'est beaucoup mieux parce qu'on comprend mieux, tandis que la note, tu ne comprends pas pourquoi on a des -1. Voilà, c'est par écrit, hein, ils ont écrit ça. À d'autres moments, je fais ça par oral. Naufel, l'évaluation des compétences en français nous aide à mieux nous situer dans notre évolution ou notre dégradation, donc finalement ça aide. Priscilla, je pense que c'est mieux de faire comme ça au lieu de mettre des notes, je préfère que ce soit par couleur. Là, elle n'argumente pas. Bon. Après, j'ai repris ça à l'oral, on a essayé de discuter un peu. Dylan, je pense que c'est bien car ça nous permet de savoir ce qui ne va pas et de revoir cette compétence. Sofiane,
Je pense que la fiche des compétences aide beaucoup, parce que si on saurait notre vraie note, alors je dis, c'est quoi la vraie note? Bon, ça pourrait nous décevoir et pas continuer nos efforts. Grâce à cette fiche, nous pouvons nous améliorer. Ensuite, Mamadou, c'est très efficace, ça aide beaucoup, on peut mieux s'évaluer. Grâce à cette fiche, nous pouvons nous améliorer. Sofiane, encore un autre. Ça aide en tout cas, pour moi, c'est plus facile et c'est simple. Julia, c'est simple, c'est suffisamment important et ça aide à se rendre compte des efforts ou des défauts que je fais. Voilà, donc c'est des paroles authentiques. Hein. J'ai d'autres témoignages de quatrième où ils disent à peu près la même chose, avec chaque fois la difficulté pour eux de dire que les compétences, ça aide à voir ce qui va. En général, c'est plutôt ce qui ne va pas. Parce qu'on est un peu dans cette culture, et ça j'y reviens dans le film. Alors je vais vous montrer maintenant deux petits extraits vidéo de 5 minutes chacun maximum, et après on aura une bonne demi-heure de discussion sur tout ce que j'ai dit. Bon, excusez-moi de... Je m'appelle Atawalpa et je suis une indienne. Je vais vous raconter un triste événement qui s'est passé dans mon village. Ce peuple barbare est sans pitié. J'ai alors été chercher ma famille qui était heureusement saine et sauve. Nous avons terminé notre exposé sur l'arrivée des Espagnols sur les terres indiennes. Pour l'expression orale, Yvan c'est très bien. Et puis par contre, Aurore et Sofiane, au niveau de l'enchaînement de vos passages à lire, enfin pas à lire mais à dire, c'est à revoir. Donc on mettra que orange cette séance. Pour les informations, par contre, c'est convenable, donc ce sera vert. Alors nous sommes au CDI du collège et nous sommes avec une classe de 5e, la 5e E, qui a cette particularité qu'elle est évaluée par compétences. Ce sont quelques classes de ce collège qui font partie de ce projet. Alors on a mis ça en place il y a 2 ans, d'abord avec 2 classes, puis cette année avec 4 classes. Le principe, il est relativement simple. À l'époque, 2 classes de 6e, et ces 9 à 10 enseignants ont choisi et ont été conscients qu'ils devaient abandonner pendant 1 an la notation pour évaluer les élèves par compétences. Et cette année, cette expérimentation touche 2 classes de 6e plus 2 classes de 5e, puisque nous avons souhaité continuer cette expérimentation donc sur la 2e année de scolarisation des élèves. Et on a défini comme ça 7 verbes, on a ajouté un 8e cette année, qui représentaient un peu des grandes compétences, qui sont ensuite déclinées en sous-compétences. Donc on a mis restituer des connaissances, on a mis s'informer, s'exprimer à l'écrit, s'exprimer à l'oral, réaliser, s'organiser, raisonner, et on a rajouté coopérer. C'est des grands verbes dans lesquels ensuite chacun met des choses dans sa discipline, des sous-compétences. Voilà. Par exemple, sur un devoir comme celui-là, hein, c'est un exemple de contrôle en éducation civique, là vraiment le contrôle sur table, eh bien l'élève a 3 compétences. Je restitue, avec des questions de cours, puis je m'informe, est-ce que je suis capable ou non de m'informer? Et enfin, dernière compétence que j'ai souhaité évaluer pour ce chapitre, c'est la compétence « je communique à l'écrit ». Et pour la compétence « je restitue », si l'élève a très bien répondu à toutes les questions de restitution, ben il aura vert. S'il manque des choses, orange. Si par contre, il n'a vraiment pas appris du tout sa leçon, ça sera rouge. En tout cas, c'est un outil qui sert beaucoup pour tout ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire les élèves qui ont des difficultés, qu'on a dans des petits groupes par moment. Là, c'est un outil vraiment utile parce qu'on regarde les compétences sur lesquelles on va travailler pendant 3 semaines, etc. J'ai entendu là parler récemment de contrats de confiance entre des équipes pédagogiques et des élèves. Et bien là, on est exactement dans ce domaine-là. Donc les élèves ont sous les yeux le référentiel et donc ils savent, enfin ils connaissent leur progression. Et ça permet à l'élève de ne pas avoir une note, une moyenne qui lui pèse sur les épaules finalement tout au long de l'année. Tiens, tu as à peu près 12 de moyenne en histoire géo, ou non, tu es plutôt à 5 de moyenne. On trouve de plus en plus que ce chiffre ne facilite pas forcément la progression. Parce que certains élèves s'habituent à la mauvaise note. Déjà, on peut voir précisément là où on s'est trompé déjà. Parce qu'avec les notes, on a un 12, on ne sait pas trop pourquoi. Alors que là, par exemple, on a orange, un 12. On peut savoir précisément si c'est comme casse, orthographe, ou voir précisément où c'est trompé.
des fois il y a des mauvaises notes, tout ça, avec le rouge, je sais pas comment dire, t'es bien, je sais pas comment dire, t'as pas de mauvaises notes ou des bonnes notes. C'est mieux que les compétences parce que comme ça, par exemple, quand tu as des notes, tu te sens pas, je sais pas comment dire, tu te sens pas meilleur. Parce que dans les notes, par exemple, tu as 16, il y en a qui ont que 10 et tu te sens meilleur. Et avec rouge, vert et orange, il n'y a pas de gens qui sont bien. Il n'y a pas de meilleur. Je crois que c'est une fausse objectivité, les notes. Mais au fond, moi, ce qui m'embête plus, c'est les moyennes que les notes. Les notes sont les mêmes. Celui qui a 8 au premier trimestre, 10 au deuxième et 12 au troisième, c'est pareil que 12, 10 et 8, alors que c'est quand même deux profils totalement opposés. Qu'est-ce qu'un élève qui a fait un premier devoir raté, qui en refait un deuxième, avec des explications et tout ça, qui passe de 8 à 12, est-ce qu'il faut faire la moyenne des deux ou est-ce qu'il faut compter la deuxième note? C'est une question. Tandis que si on fait une question de validation, mais voilà, la deuxième fois, il est arrivé à valider, tant pis s'il a eu droit à 2 essais, comme en athlétisme pour faire un saut en hauteur, un droit à 3 essais, donc pourquoi pas. Mettre ce dispositif en place, ça n'est pas forcément coûteux, c'est surtout chronophage. Et donc régulièrement, en l'occurrence une fois par trimestre, donc j'organise des réunions plénières de l'ensemble des équipes pédagogiques participant donc à cette expérimentation, pour que chaque enseignant puisse faire le point, aspects positifs, négatifs, difficultés rencontrées dans la mise en œuvre donc de ces classes compétences. Le bilan, moi je dirais qu'il est plutôt positif. Cette expérimentation des classes compétences, pour le coup, a été reprise, cette fois-ci non pas pour une classe, mais pour une discipline, l'anglais. Donc en anglais en 4e, nous avons donc aligné l'ensemble des classes et l'ensemble du niveau 4e travaille par compétence donc dans le domaine de la langue vivante. L'évaluation, c'est un outil au service de l'apprentissage. C'est vraiment ça l'idée qui est derrière. C'est pas évaluer pour évaluer, c'est évaluer pour apprendre. L'évaluation finale, elle arrivera bien à son temps. Mais là, l'évaluation doit servir à faire repérer par les élèves là où ils sont performants, là où ils ne sont pas. Et le problème, c'est que les élèves sont souvent dans l'évaluation négative, c'est-à-dire qu'ils repèrent plus facilement là où ça ne va pas que là où ça va. Et donc il faut aussi leur faire dire, bon voilà, ça j'ai bien réussi ça. Ils ne sont pas habitués finalement à ça, quoi. Dans notre pays, on n'est pas dans une culture du positif. Je vais tout de suite enchaîner sur un deuxième petit film qui ne concerne pas mes classes par contre, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes du primaire dans cette salle. Là on a vu un exemple en collège, on va voir un exemple à l'école primaire, mais un autre aspect, là ici c'était plutôt l'aspect évaluation qui avait été privilégié par les auteurs du film, puisque c'était un film pour France 5 qu'on peut trouver sur le site d'ailleurs de France 5 Curiosphère. Et là, on va voir donc, dans une école primaire, pour ceux qui connaissent un peu Paris, vous connaissez peut-être le 18e arrondissement, le quartier de la Goutte d'Or, qui est un quartier très défavorisé de Paris. Et il y a une équipe de circonscription qui fait un travail vraiment, vraiment formidable, qui a publié d'ailleurs un livret sur les aides à apporter, qui est vraiment remarquable, qu'on peut trouver en ligne, etc. Et là, ici, on voit la classe de Oyandi Bornomaba, qui a écrit dans les cahiers pédagogiques aussi, notamment sur le cahier sur l'entrée en 6e, et qui montre un aspect du travail par compétences qui est parler avec les élèves au début d'un travail, parler des compétences avec les élèves, et puis après il y a un travail d'écriture où on va utiliser ces compétences. Donc là aussi je vous montre, c'est un film qu'ils ont fait qui est vraiment très bien fait, qui s'appelle Une école se présente, etc. Mais on va juste voir le début pour qu'on en discute. Quel âge 8 à 10 ans. Les enfants de 8 à 12 ans qui travaillent. Oui. On va lire ensemble les deux textes. Et puis ensuite, on va revenir à nos textes d'hier. Louison, le petit ramoneur, vous y êtes? Pourquoi est-ce que je vous fais lire ça? On va prendre des renseignements dans le texte et comme ça va nous aider pour mieux écrire notre production d'écrit. Très bien. Savoir prendre des informations dans le texte qu'on lit et ensuite, Amel. Je sais utiliser mes connaissances historiques. Très bien, je sais utiliser mes connaissances historiques. Deuxième compétence. Je sais rédiger un texte et une histoire. Très bien, je sais rédiger un texte en respectant la consigne d'écriture, le sujet,
l'orthographe, etc. On t'écoute, Aïssatou. Lorsqu'il arrive sur le toit de l'immeuble pour avertir son compagnon posté en bas. Avec ses 2 plaquettes de cuir fixées au genou, une culotière protégeant ses fesses, un sac jeté sur l'épaule, une raclette à la main et une cagoule de laine enfoncée jusqu'aux yeux, il a l'équipement du parfait ramoneur. Combien de temps cela fait-il qu'il est arrivé à Paris Amel 2 mois. 2 mois. Et où est-ce qu'il loge? Il habite dans une chambrée. Il habite dans une chambrée rue Quincampoix. C'est une rue qui est dans le centre de Paris, d'accord? Pas loin des Halles. Est-ce qu'on avait écrit les compétences hier? Non. Non, on va les écrire. Alors, on corrige l'orthographe. Quoi d'autre? Oui. La ponctuation. Oui. Les verbes. Les temps des verbes, faites-y attention. Vous vous rappelez hier quand on a discuté de ça. Et puis vous allez apporter de nouvelles informations. Vous allez enrichir votre texte en vous servant des nouvelles connaissances que vous avez maintenant. D'accord? Inspirez-vous bien de la photo et l'idée c'était quand même de partir de détails de la photo pour imaginer des choses sur la vie de cette famille. Vous levez les doigts? Oui. Je m'appelle Catherine. Avant, je travaillais comme ouvrière à l'usine avec mon fils Louison et ma fille Alix. On habitait à Sèvres-le-Couvre. On avait une pièce. Notre logement... Un adjectif qu'on va mettre avec pièce ou 2 adjectifs pour renforcer les côtés misérables. Oui. Monstrueux. Non. Monstrueux, c'est un peu fort. Vous cherchez des adjectifs pour qualifier la pièce dans laquelle il vivait? Petit. Oui, Amel. Exigu, insalubre. Une pièce exiguë et insalubre. Notre logement était étroit, insalubre. Nos conditions... J'arrête là parce qu'on ait le temps de discuter. Donc, et avec des allers-retours fréquents entre ces compétences qui sont énoncées et le travail qui est en cours, avoir toujours ce côté réflexif du travail, en termes savants, pour appeler ça métacognitif. Et puis après, cette séance d'écriture où les élèves réinvestissent des connaissances, avec toujours ces allers-retours. Là, on est vraiment dans le travail par compétences. On écrit ils écrivent un récit à partir d'images en rapport avec le quartier. C'est une situation de mobilisation de connaissances, de ressources, puisque des ressources, ils vont en chercher dans des dictionnaires, etc. Voilà. Et évidemment, l'élève qui dit exigu... c'est des mots qu'ils ont appris avant, c'est pas des mots qu'elle connaît comme ça. Et avec des élèves qui sont quand même de milieux très défavorisés, je peux vous le garantir. Donc, je crois que quand on travaille dans cette... Mais là, évidemment, c'est un travail qui n'est pas forcément le travail de début d'année. Je crois que c'est aussi quelque chose qui se construit, des habitudes qui se prennent. Et c'est vrai que quand on travaille comme ça, petit à petit, on voit qu'il y a des choses... Il y a des déclics qui se produisent. Mais bien évidemment, et je terminerai là-dessus, bien évidemment, ça ne garantit pas contre l'échec scolaire, puisque de toute façon, il y a quand même des facteurs qui échappent à l'école, bien entendu, on ne va pas faire des miracles, mais au moins, moi je dirais que si l'école pouvait au moins comme ambition, de permettre à tous les élèves qui veulent progresser, qui font des efforts de progresser. Alors, reste
qu'il y a d'autres élèves qui, pour des raisons diverses, sont très démotivés par l'école, qu'il faut raccrocher. C'est un autre problème qui est très difficile par moment. Mais quand on voit tous ces élèves discrets en classe, qui disent rien, des élèves que l'on dit, bon, pas gênants, entre guillemets, j'ai horreur de ces expressions, et qui ont de la bonne volonté et qui n'arrivent pas à progresser, il me semble que le travail par compétences leur offre des possibilités. Donc, à la fois pour ces élèves-là, et puis pour les meilleurs, justement, les stimuler, les pousser à avoir du vert partout, quoi, si on pourrait dire. Hein. Parce que c'est vrai que des élèves qui ont un orange au milieu de vert, ils ne sont pas contents. Et donc, je crois que le socle commun, le travail par compétences, c'est ni pour les meilleurs, ni pour les plus faibles, c'est pour tout le monde, avec chacun prendra dedans quelque chose, et ça permet un progrès d'ensemble, à la fois dans les connaissances, mais aussi dans les attitudes, et je crois qu'on a bien besoin à l'heure actuelle dans notre école de ciment social et de commun, quoi, de bien commun. Et je dirais que, et je termine là-dessus, que je crois que c'est profitable aux élèves, mais ça peut l'être tout à fait pour les enseignants. Hein, je crois que quand on travaille comme ça et quand on relie ça à des projets, etc., on peut trouver beaucoup plus de plaisir à ce que l'on fait. Et je crois quand même que la dimension du plaisir, elle est extrêmement importante dans le métier, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que je connais sur les difficultés actuelles. Je crois quand même qu'il faut se créer des moments de plaisir et puis garder ce qui fait quand même, qui doit rester quand même au cœur de notre métier, qui travaille sur l'avenir, c'est un certain optimisme, parce que quand même l'optimisme, c'est aussi ce qui empêche de vieillir trop vite. Voilà, terminer là-dessus. Voilà, et donc là on a une demi-heure de discussion, donc je pense qu'il y aura des micros pour prendre des questions, des remarques, des témoignages, tout ce que vous voudrez. Mais d'une part, à la sortie, s'il y en a qui veulent aussi me poser des questions, je suis prêt à y répondre. Vous avez aussi donc des publications, notamment les cahiers pédagogiques dont j'ai beaucoup parlé. Comme je suis aussi un militant des cahiers pédagogiques, je fais aussi la promotion de cette revue qui vraiment travaille beaucoup sur les compétences, qui va publier la collection Repères pour agir. On va publier aussi des choses, notamment sur la compétence 6, compétences sociales et civiques, dont j'ai pas trop parlé, mais bon. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, moi j'ai beaucoup de plaisir à parler des compétences avec des publics très très différents. Hein, j'ai été dans des endroits très favorisés où on travaille là-dessus, dans des endroits très défavorisés. Et je crois qu'il y a des manières de travailler les compétences différentes, peut-être avec des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais chaque fois, chacun en tire des choses qui sont intéressantes. Et je crois que c'est un vrai défi, et ça peut être passionnant, je vous assure, si on le fait bien, et si on ne se fixe pas des défis impossibles, si on nous laisse du temps pour le faire, parce que c'est ça qui a été la principale cause de la réussite de l'école en Finlande, ça a été qu'on a donné aux enseignants du temps, qu'on a fait confiance dans les enseignants, qu'on leur a donné de la formation. Et c'est vrai qu'il faut à tout prix qu'on retrouve une formation digne de ce nom et un accompagnement pour pouvoir avancer dans cette voie-là. Voilà, merci.